Alors, le principe pour nous, MGC, c'est de mettre fin à cette monnaie. Il y a eu beaucoup de débats. Le CFA reste dans son histoire, dans ses mécanismes de fonctionnement, une monnaie coloniale. Il faut mettre fin à cette monnaie. Le temps est venu de chercher à mettre fin à cette monnaie. Mais maintenant, il ne faut pas remplacer le CFA par une autre monnaie qui peut créer des problèmes. Nous pensons que cette question-là doit être traitée de façon collective avec nos pays de la sous-région. Pour que la nouvelle monnaie qu'on peut mettre en place, la CEDEAO à l'époque a parlé d'éco. Je ne parle pas de cet éco-là qui, il y a quelques années, a été promu par le président Macron et le président Ouattara. D'ailleurs, vous avez dû constater qu'on n'en entend plus parler. Par exemple, nous avons l'UMOA. Ces pays qui forment l'UMOA. Il faut qu'ensemble, dans l'intention, dans le travail que nous faisons de créer un vaste marché qui va intégrer ces pays-là, qui va permettre un boom économique dans la sous-région, eh bien, profiter pour réfléchir ensemble, créer les conditions, les experts sont là, ils existent, pour avoir une monnaie qui soit au service exclusif, mais vraiment des intérêts de nos pays, et avancer, rompre avec une certaine histoire et avancer ensemble. C'est ça l'idée. Donc, pour me résumer, quand nous disons qu'il faut mettre fin au CFA... Non, vous avez dit rompre avec les dépendances héritées du franc CFA. Je reprends exactement ce que vous avez dit. Enfin, vous avez une expression que vous sortez, il faut bien la regarder. Oui, rompre avec les dépendances héritées du franc CFA. C'est écrit noir sur blanc. Oui, écoutez. Vous dites fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Vous voulez rompre avec le CFA? L'idée qu'il faut retenir, il faut mettre fin au CFA, passer à autre chose. Aujourd'hui, les Africains ont les moyens de s'asseoir, de discuter, de créer avec leurs experts une monnaie à leur propre service qui soit complètement déconnectée de cette histoire de la France pour qu'on avance. Voilà notre choix. Très bien. Guillaume? Oui, moi, j'ai deux questions pratiques pour le professeur. Maintenant que Mme Gbagbo, vous avez rappelé, puisqu'elle était déjà investie candidate pour le MGC, maintenant qu'elle est venue le rappeler il y a quelques jours, comment est-ce que vous allez faire? Allez-vous aller à la CEI pour prendre les documents pour les parrainages, ou bien vous continuez d'attendre, d'espérer avoir un dialogue alors que le parrainage s'achève le 26 juillet. C'est la première question. La deuxième question, c'est vrai que sur l'attitude de vos amis de la CAP, bon, vous avez été très gentil. 26 août, désolé. Sur l'attitude de vos amis de la CAP, vous avez été très gentil avec eux. Bon, je comprends votre volonté de... mais est-ce qu'il est possible de maintenir cette coalition-là avec les agissements diamétralement opposés des membres? Est-ce que ça fait toujours... C'est crédible et ça fait toujours sens? Voilà mes deux questions pour ça. Sur la deuxième question, je vais commencer par là. Je vais vous rappeler une déclaration récente de notre présidente. Elle insistait pour dire que il peut y avoir plusieurs coalitions. Peut-être que d'autres vont se créer. Peut-être même que des coalitions vont se défaire et se refaire. Elle dit, au bout du compte, l'opposition va parler d'une même voix. Il reste 3 mois. Oui. Vous savez, 3 mois devant les enjeux, tout est possible. Je vous rappelais il n'y a pas longtemps. Et je pense que vous-même et beaucoup d'Ivoiriens s'en rendent compte. Cette élection, dans ce contexte-là, est différente de toutes les autres. Nous avons, quels que soient nos bords respectifs, intérêt à ce qu'elle se passe dans le calme. Ceux qui pensent qu'on va pouvoir reprendre 2010, mais se trompent. S'il y a 2010, mais Dieu seul sait ce qui adviendra. C'est au nom de cela, devant ces enjeux-là, nous persévérons. Et nous pensons que le gouvernement, à un moment donné, devra venir à la table de négociation. La CAP, elle existe au moment où je vous parle. Il y a des réunions. D'ailleurs, si vous étiez à notre meeting, vous avez bien vu que tous nos partenaires étaient là. Si je vous dis qu'il n'y aura pas de problème au sein de la CAP,
Ah non, je vous raconte, c'est des fadaises. Les problèmes, il y en aura. Les contradictions, il y en aura. Mais chaque membre de la CAP sait qu'il faut que la CAP soit maintenue et qu'elle existe. Parce que ce qui fonde la CAP est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites, eh bien, votre présidente, elle a affirmé à nouveau qu'elle est candidate. Est-ce qu'elle va faire comme tout le monde, prendre le train en marche? Vous savez, l'une des particularités de notre présidente, c'est que c'est une dame de foi. Je rappelle au passage, tout le monde sait les liens ontologiques qu'il y a entre le pouvoir et les questions spirituelles. Ce n'est pas le philosophe Alafé Ouakili qui me dira le contraire. Docteur Simone Évêque Gbagbo assume ces liens-là et les vit. C'est une dame de foi. Nous sommes convaincus qu'il ne sert à rien de courir. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'obtenir le dialogue, régler les problèmes pour que chaque candidat soit à l'aise d'aller dans un processus électoral dans lequel il a confiance et qu'on puisse obtenir une sortie par le haut. C'est ça, les enjeux. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Docteur Kamenan? Oui, M. Djarasouba, nous avons beaucoup apprécié sur la page du MGC les différentes étapes en termes de projets de société. Et il y a une question qui nous revient. Mais avant, on voulait souligner que lorsqu'on regarde le passé de Mme Simone Évêque Gbagbo, on se rend compte qu'elle a déployé une capacité de résilience parce que ce par quoi elle est passée, nous assurons que si c'est difficile pour la classe politique actuellement qui est là, qui s'ils avaient été dans les mêmes situations, n'auraient pas pu mettre sa main. Aujourd'hui, on voit une femme déterminée, une femme convaincue, et comme le souligne, une femme de foi, convaincue de ses convictions. Et dans l'un des points que nous avons vus, il est dit qu'il faut promouvoir une industrie de chaînes de valeur solide, moteur de la croissance économique du pays et de l'intégration régionale. Ma question est relative par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, puisque le MGC est inscrit dans un courant de panafricanisme visant à promouvoir les valeurs, la souveraineté. Donc, quelle sera la démarche du MGC par rapport à tous aux pays limitrophes, surtout de l'AES? Nous, au MGC, et notre présidente le déclare souvent, il faut parler à tout le monde. Il faut parler au Mali, il faut parler au Burkina, il faut parler au Niger. Nous pensons que de regarder les conséquences, il faut traiter les causes. Nous voulons, si l'occasion nous est donnée, mais vraiment créer le pont entre tous ces pays-là, qui ne sont pas que des pays voisins, qui sont des pays avec lesquels nous devons bâtir un destin commun. Les micro-États dans lesquels nous sommes ne sont pas viables devant les défis mondiaux que nous avons à relever. C'est pour cela que nous pensons que dans ce pays, il faut tout faire pour que 2025 connaisse une élection apaisée. Voilà. Alors, nous allons travailler avec tous les pays, tous ces pays-là. On parlait du CFA. On ne peut pas bâtir monnaie sans ces pays. Il faut reprendre les rapports avec ces pays, la diplomatie. Il faut reprendre les relations économiques. Il faut avoir des relations de bon voisinage. Encore une fois, il faut revenir aux fondamentaux. C'est Houphouët-Boigny qui a institué cet élément fondamental de la diplomatie. La Côte d'Ivoire, amie de tous, ennemie de personne. Cela est davantage pertinent et important pour les pays de la sous-région. Très bien. Alafé? D'accord, merci. Moi, je voudrais vraiment attirer l'attention, ce n'est pas peut-être le lieu du débat, sur la question du CFA. Vous savez, souvent quand l'on est dans l'opposition, on a de grands projets et on a déjà vu, je crois déjà avec le FPA à l'époque, qui était critique à l'égard du franc CFA, mais une fois arrivé au pouvoir, les données ont changé. Un. Deux, même les pays qui sont sortis de la CEDEAO, qui nous annoncent une souveraineté monétaire, ils ne sont pas encore partis créer leur monnaie et on nous dit qu'ils veulent même présider le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Bon, je ne sais pas, il semble qu'il y a une polémique. Donc, en trois, je veux dire, nous avons tant d'autres vestiges de la colonisation, tant d'autres.
y compris le français que nous parlons. Nous avons tant d'autres héritages de la colonisation, y compris le nom Côte d'Ivoire. Nous ne nous en débarrassons pas. Pourquoi c'est le franc CFA qui dérange tant certains, oubliant les bons côtés du CFA à côté des méfaits ou des aspects négatifs qu'il faut sans doute améliorer. Donc je voudrais attirer l'attention sur la question du CFA en invitant, parce que ce que André Sylvain a dit, c'est une déclaration qui semble apaisée, mais sur le plateau ici, il a semblé plus radical que la déclaration qu'André Sylvain Kona a citée et qu'il évoquait comme d'ailleurs pas assez claire et nette, mais lui, il a eu une position tranchée sur laquelle je voudrais attirer l'attention pour dire qu'il faut faire attention, puisque même ceux qui sont les champions de la souveraineté monétaire, arrivés au pouvoir, ils sont réservés et prudents. Relativement à la présidente du MGC, je voudrais rappeler qu'elle a dit effectivement on peut parler d'une même voix sans parler d'une seule voix. C'est ça? Oui. C'est assez intéressant. Et pour moi, les véritables adversaires, les véritables difficultés qu'elle pourrait rencontrer peuvent venir de son camp. Aujourd'hui, moi, je me dis que les seules personnes, les seuls groupements pouvant être inquiets de ce que Simone Gbagbo arrive au pouvoir, ça devrait être le pouvoir actuel, ça devrait être le RHDP. Mais est-ce le cas? Est-ce qu'elle peut bénéficier, si la situation devient compliquée pour les uns et les autres, et que, comme il a dit, on ne veut pas vivre 2010, on ne veut pas vivre 2020, et qu'on devra quand même aller à l'élection, alors que ce n'est pas possible pour d'autres. Est-ce que, pour que Simone Gbagbo puisse sortir dans le dos du RHDP, elle aura le soutien nécessaire éventuellement de ses alliés, de ses amis politiques, pour lesquels elle semble se battre actuellement, pour lesquels elle porte une voix forte, une voix sans concession à l'égard de la CI, au moment où eux-mêmes, ils sont pressés d'aller à la CI, elle bloque, elle dit non, rien à faire avec eux. Donc, lorsque on arrivera à un point de non-retour, pour tout le monde, pour aussi éviter la crise 2010, pour éviter 2020, pour éviter le clash, est-ce qu'il y aura un sursaut dont éventuellement Simone, madame, bon, j'ai du mal à dire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous permettez que je dise Gbagbo, ça écrit partout. Lorsque la présidente du MGC aura enfin accompli le pas, pensez-vous qu'elle pourrait compter sur ses alliés actuels de l'opposition? Roger Traoré. Alors, sur la dernière question, vous savez, la présidente du MGC, elle est mue quand même par une vision. C'est pour ça que, quand on tient compte de cette vision, la question que vous posez est secondaire. Et vous l'expliquez si bien. Pourquoi son objectif, c'est de faire en sorte qu'on aille au dialogue. C'est plus important que tout. Et je peux vous dire que la présidente du MGC, Dr Simone Gbagbo, fera tout, elle a dit tout, ce qui est légal, les moyens démocratiques. Elle fera tout pour que ce pays-là aille vers le dialogue et qu'on ne retourne pas dans la crise. Et c'est Dr Simone Gbagbo qui a cette vision. Et vous pouvez imaginer ce que ça signifie, ce que ça représente. Alors, dans ce cap qu'elle s'est fixé, eh bien, si elle en tire des dividendes après, c'est tant mieux. Si elle n'en tire pas des dividendes, j'ai envie de dire, c'est aussi tant mieux. Mais sachez que Dr Simone Gbagbo a l'expérience qu'elle a. Il s'agit d'un fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc présidentiel. Nous, au MGC, nous en sommes conscients. Une fois qu'on aura obtenu le dialogue et que chacun aura gagné à travers le consensus un minimum de confiance dans le processus, nous nous battrons pour accompagner, avec ceux qui voudront bien venir avec nous, notre candidate à l'élection présidentielle. Un de nos téléspectateurs, un de nos internautes écrit « Quelle base électorale pour Simone Gbagbo ?» Comment vous réagissez à cette question? Quelle base électorale pour Simone Gbagbo? En général, c'est une question qu'on pose à tous les candidats à une élection présidentielle. Oui, mais je réponds toujours de la même façon à cette question-là. Simone Gbagbo, elle s'adresse à la nation ivoirienne.
Elle a une histoire avec cette nation. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir des bases partout. Vous êtes venu à la fête des libertés hier où vous aviez des représentants. Moi, je suis premier vice-président, je viens du Nord. Je travaille pour que Simone Veil Gbagbo ait une base dans le Nord. Je travaille à répondre à celui qui était venu ici à la création de notre parti, un de vos chroniqueurs, pour dire que le MGC ne dépassera pas l'axe Benoît Moussou. Je me souviens de cette émission. Voilà. Vous aviez donné des réponses. Eh bien, le MGC fera en sorte que Simone Veil Gbagbo ait des bases partout, en correspondance, en relation directe avec les rapports historiques qu'elle a avec ce pays. Voilà. André Sylvain Conan, pour terminer sur ce sujet. Oui, professeur, j'ai une dernière question très, très brève. Alors, dans les 6 ou 7 remèdes qui ont été répertoriés donc, lors de cette fête des libertés, et non de la liberté, j'ai noté que vous, le MGC a proposé une haute autorité chargée du foncier, une haute autorité chargée de l'état civil. Vous n'êtes pas en train de tomber dans les mêmes, je vais dire, erreurs de création des institutions que les RHDP, là, que vous dénoncez? Non, 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 pas du tout. Je pense que ces institutions seront des institutions techniques avec des missions précises. Comme ce que les RHDP fait. Et c'est indiqué. Enfin, bon, je ne vais pas vous suivre dans des comparaisons qui vont nous retarder, mais je peux vous assurer que ces deux questions-là sont des questions cruciales. Vous voyez bien tous les problèmes, tous les débats suscités par la question foncière, tous les débats suscités par l'état civil. Même le RHDP reconnaît et déplore les trafics liés à nos documents administratifs et de voyage. Il faudra régler ces problèmes-là, ce sont des problèmes réels. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudra créer des autorités pour s'en occuper, ne serait-ce que le foncier. Vous savez combien de structures de l'État interviennent dans le domaine du foncier? Après, techniquement, il y a des dossiers qui échappent. Et quand il y a un problème, on ne sait même pas exactement qui est vraiment responsable. Excusez-moi, pour me permettre de comprendre, vous allez donc supprimer ces structures ou bien la haute autorité viendra coordonner les actions de ces structures? Écoutez, nous allons éviter cet éparpillement. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une structure qui soit responsable de la gestion du foncier. Donc vous supprimez toutes les structures? Non, j'aimerais comprendre en fait, pour que ce soit clair dans ma tête. Mais vous savez, dans l'absolu, on ne peut pas... Faites attention quand même à ce mot. Pas supprimer. Vous savez bien qu'il y a des liens. Vous parlez du foncier rural, dans le domaine de l'agriculture, le foncier rural intervient. Mais laissez-moi vous éclairer. Allez-y, allez-y. Vous avez une structure qui est responsable du foncier. Il y a des connexions avec d'autres départements qui vont exister. Et cela fera en sorte qu'il y aura de la cohérence. C'est la cohérence qu'on veut. Vous ne répondez pas à la question. Vous supprimez les structures qui sont existantes. Je vais vous aider. Professeur, en ce moment, il existe des structures, des organismes qui travaillent sur le foncier. Oui. Vous, dans votre nouvelle offre, vous parlez d'une haute autorité. Bien sûr. Est-ce que cette haute autorité va gérer toutes les structures annexes ou elle va centraliser les décisions concernant le foncier? C'est peut-être ça le sens de la question. Oui, je comprends. Sera-t-il des prérogatives du ministère en charge du foncier? C'est cela. Non, je comprends très bien sa question. Mais ce qu'il doit comprendre en l'état actuel des choses, c'est le principe. Après, dans tout État, vous savez comment ça se passe. Une fois que vous avez l'effectivité du pouvoir, les experts prennent la question en main, et puis réalisent concrètement la proposition qui est faite. Très bien. Ce n'est pas encore très clair. S'il vous plaît. Non, mais laissez-le aller au bout de ses idées. Non. Allez-y, professeur, allez-y. Vous savez, nous sommes des responsables politiques très avertis sur ces questions-là. Je ne peux pas vous faire des déclarations ici. Oui, j'ai compris ça. Qui vous rattraperont Qui vont me rattraper après. On a compris ça. Nous ne sommes pas aux affaires. Il y a des structures qui existent, qui ont des mécanismes de fonctionnement. Il faudra regarder tout ça et à partir de là, mettre en œuvre ces grandes décisions que nous avons prises
Et c'est ça qui est responsable. On pourrait croire que la candidature de Simone Eyive Gbagbo, du fait qu'elle n'est plus du grand siècle pour Gbagbo et qu'elle a pris son indépendance, enfin, vous créez le MGC, soit une candidature anecdotique. Mais je voudrais souligner qu'à la différence de tous les autres, elle est sur la liste électorale. Elle est éligible. Première chose. Deuxième chose, c'est sa légitimité. Je crois pour ma part que si on était dans une société où la place de la femme était de plus en plus valorisée, il y a depuis longtemps, elle aurait fait acte de candidature. Elle a accepté d'être dans l'ombre pour permettre aux autres d'être à la lumière, mais elle a toutes les compétences. Elle a le caractère, elle a le profil de quelqu'un qui est en capacité de gérer un État. Et je vous promets que si l'opportunité lui avait été donnée antérieurement, le sort de la Côte d'Ivoire aurait pu être autrement. Elle peut. Et maintenant, la question de savoir est celle-ci, est-ce que dans le contexte actuel, elle est en capacité d'aller prendre la présidente de la République de Côte d'Ivoire, d'autant plus que ce n'est pas une obsession pour elle de devenir président de la République. Aujourd'hui, ce qui constitue pour elle la priorité, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'entends deux leaders politiques qui ont le même discours et qui sont cohérents. Il y a elle et il y a Charles Blé Goudé. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a 15 ans, ces deux personnages étaient au centre de vastes polémiques, n'est-ce pas, et visés par des débats houleux. Aujourd'hui, leur résilience, le choix stratégique et la vision qu'ils ont de mettre en avant la Côte d'Ivoire, le besoin de pouvoir aplanir, le besoin de pouvoir se parler, le besoin de pouvoir trouver des solutions endogènes et consensuelles est à leur actif. Et ça, c'est important. C'est la tranche avec d'autres postures qui sont à la limite dans la confrontation. On a au moins des leaders politiques qui nous proposent une démarche plus tempérée, plus pondéré, je dirais même plus civilisé. Il va falloir aussi leur prêter oreille, parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils proposent, ce qu'ils relèvent fait sens. Et c'est important de faire attention à ça. Parce qu'en définitive, un homme d'État, il est beaucoup plus qu'un homme politique qui agit pour le court terme. C'est de penser à demain et de voir qu'il y a beaucoup plus grand. Il y a quelque chose qui nous transcende, et ce qui nous transcende, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour ma part, l'on veut éviter 2010, mais on peut bien éviter 2010 avec la candidature de Simone Eyive Gbagbo. Très bien. Docteur Kamenan, vous qui êtes sociologue du politique, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est prête à avoir une dame à la tête de ce pays? Mouvement de génération capable, dirigé par le docteur Simone Eyive Gbagbo, au regard, comme nous l'avons souligné, de son passé historique, au regard de sa capacité à être au parfum des affaires politiques, nous pensons qu'elle a toutes les habilités pour répondre à l'attente. Parce que c'est une attente qui est manifestée, c'est une attente qui est suscitée. Et pour nous, elle est un pont crédible, non seulement entre le pouvoir en place et l'opposition, puisque sa gestion, sa connaissance de la réalité actuellement lui donne d'être un acteur éligible et non seulement légitime, mais aussi crédible. Voilà, donc voici un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Très bien, Guillaume? Oui, je pense que personne ne remettra en cause le parcours de Mme Gbagbo, militante depuis sa jeunesse, mais ce que moi je crains, vu les attitudes de ceux qui auraient pu la soutenir, je veux dire, aujourd'hui elle est dans une coalition avec le PDCI, le FPI et d'autres partis politiques, visiblement, n'ont pas envie de la soutenir. Au contraire, chacun, on l'a dit, André l'a expliqué un peu, tout le travail qui est fait pour demander aux militants, en tout cas pour ce qui concerne le PDCI et RDA, de ne parrainer aucun autre candidat. Alors qu'on aurait pu penser que, étant ensemble, et le PDCI étant la plus grande formation politique dans cette coalition, il aurait pu favoriser l'arrivée sur la ligne de départ de l'élection présidentielle d'autres candidats comme Mme Gbagbo. Ça, c'est pour le PDCI. Mais en face, on sait toute l'animosité que nourrissent les pauvres Gbagbo résiduels qui sont aujourd'hui autour du président Gbagbo et de celle qui est devenue finalement son épouse, sa petite femme, Nadi Bamba. Toute l'animosité qu'ils ont, qu'ils développent vis-à-vis de Mme Gbagbo, allant jusqu'à même lui dénier le droit d'utiliser le nom de M. Gbagbo.
Donc, je ne vois pas que cette catégorie d'électeurs-là va se reporter sur Mme Gbagbo. Et finalement, donc, je me dis, ça va être un beau gâchis. Voilà, le temps qui reste au MGC aujourd'hui pour aller sur le terrain, obtenir les parrainages, déployer une vraie campagne, me semble court. Surtout que, le professeur Traoré l'a dit ici, Mme Gbagbo est une femme de foi, elle attend toujours de trouver ce cadre de discussion. Moi, je crains que ce cadre n'arrive pas vite et que si Madame est obligée d'être candidate finalement, avec les conditions actuelles de l'élection, ce soit trop court pour elle pour pouvoir convaincre une majorité d'Ivoiriens de porter son choix sur elle. Parce que elle a certainement beaucoup d'amis aujourd'hui, mais ses ennemis ne manquent pas. À la fin, Wakili, et puis on termine avec le 16 juillet, je crois, la coalition rencontre le RHDP. Est-ce que vous pouvez confirmer? Ensuite, est-ce que la CAP, la coalition pour l'alternance pacifique, a écrit dans la foulée, dans le sillage du trop c'est trop de la rencontre PDCI, PPACI, est-ce que la coalition a écrit quand même au PPACI pour demander une rencontre comme il y a eu les échanges entre le RHDP et la coalition? Et dernier point, si malgré tout cela, il n'y a pas le dialogue que vous appelez de vos voeux, et que nous approchons de la date butoir du 25-26 août avec le dernier délai de dépôt des candidatures, est-ce que le MGC et la présidente Simone Eïvé prendront quand même leurs responsabilités face à l'histoire pour véritablement se poser en alternative pour aboutir à une alternance et éviter justement le spectre de 2010, de 2020 et des crises électorales dans notre pays? Alors, sur les questions posées relativement à la prochaine ou la probable ou l'éventuelle rencontre entre le RHDP et Cap Côte d'Ivoire, je voudrais vous demander de me permettre de ne pas répondre à cette question puisque je suis sur ce plateau en tant que porte-parole du MGC. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ce que je peux vous dire, vous l'accorde. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est fait pour que les uns et les autres se parlent. Okay. Voilà. Très bien. Pour les autres interventions, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus et qui ont reconnu à notre candidate simplement son parcours, son histoire et ce qu'elle incarne aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que nous nous inscrivons résolument dans la recherche du dialogue. Parce que notre chef, de par cette expérience récente, vécue, connaît les risques qu'on court à aller à l'affrontement. Elle sait ce que ça coûte à des populations, à des personnes, à un pays, de ne pas prendre toutes les dispositions pour dialoguer. C'est Houphouët-Boigny qui disait, on finit toujours par le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Et nous sommes convaincus que, avec un processus qui crée autant de débats, autant de contradictions, autant d'inquiétudes. Vous voyez bien, le pays est bientôt au ralenti. Les responsables dans le domaine économique, les chefs d'entreprise, ils vous disent, ils gèrent les affaires quasiment courantes, ils sont dans le quotidien. Tous les grands projets, on vous dit, il faut attendre après les élections. Simone Eïvé Gbagbo travaille d'arrache-pied quotidiennement pour qu'on puisse, cette fois-ci-là, se parler. Elle tend la main au gouvernement, elle souhaite que le gouvernement accepte de parler avec tout le monde, toutes les coalitions. On peut trouver des solutions, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution. Alors moi, je ne vais pas me risquer à dire qu'est-ce que vous allez faire si... Ce que nous allons faire, nous allons continuer de courir derrière le dialogue. À 2 mois, à 1 mois, à 1 jour, nous allons toujours courir derrière le dialogue. Et je vous ai dit, notre présidente est une dame de foi. Le dialogue, on l'obtiendra. Professeur, un dernier appelant qui va évidemment vous poser peut-être une question. Sans sensible, vous nous appelez de la Riviera, c'est bien cela? Oui, je vous appelle de la Riviera 2. Pour vous, la candidature de Simone Gbagbo est crédible? Exact. Nous vous écoutons. Je pense que vu
vu la situation actuelle que nous connaissons, c'est une alternative pour éviter que la Côte d'Ivoire retombe dans les situations de 2020 et de 2010. En plus de cela, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a beaucoup d'expérience en matière politique. Et je pense que ce serait une alternative pour que la Côte d'Ivoire change de fusil d'épaule après 30 années de crispation politique avec le président de la République actuelle, le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié. Vous savez, actuellement, la jeunesse a peur de ce qui se passe actuellement au pays. Et nous serons vraiment heureux, nous jeunes, d'avoir une mère, vraiment une mère à la tête de ce pays-là qui pourrait faire changer les choses. Je pense que c'est une candidature à soutenir et à encourager. Mais le hic, ce que je crains, est-ce que les autres membres des partis politiques, dits grands, peuvent jouer franc jeu en soutenant sa candidature? C'est là que je m'arrête. C'est une question posée tout à l'heure par Alafé Ouakili à professeur Dominique Traoré. Professeur, nous sommes au terme de ces 2 premières parties de cette émission que vous avez bien voulu nous accorder. Merci infiniment. Une réaction à cet appelant? Je voudrais le remercier d'apporter son soutien à la candidature de Dr Simone Evé Gbagbo et dire au passage que nous avons de grands projets pour la jeunesse. Nous voulons que cette jeunesse-là soit transformée, formée. Nous voulons faire revenir dans ce pays le service civique et le service militaire obligatoire. Parce que la jeunesse a besoin qu'on lui réinculque les valeurs de discipline, les valeurs de travail, les valeurs de patriotisme, que la jeunesse devienne réellement le fer de lance pour défendre, protéger ce pays et le développer. Donc je voudrais lui dire merci. Merci à vous, professeur Dominique Traoré. Vous êtes premier vice-président de MGC, professeur titulaire au département de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Merci d'être venu faire le débat avec nous ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernier élément, est-ce que vous serez disposé, ou quelqu'un d'autre de votre parti, à venir parler de projets pour aller dans les profondeurs de votre programme sur ce plateau pour présenter aux Ivoiriens ce que vous avez à leur proposer? Mais bien sûr, quel parti politique ne serait pas disposé à venir présenter son offre aux populations dont elle veut solliciter le suffrage?